Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une deep dive, une exploration en profondeur d'un sujet captivant et délicat à la fois. La peur d'apprendre chez les enfants, notre boussole pour ce voyage. Le livre L'enfant et la peur d'apprendre. Un livre qui, comme son titre l'indique, va bien au-delà des simples difficultés scolaires. Tout à fait. L'auteur nous invite à creuser, à aller au-delà de la surface pour comprendre les racines, les causes profondes de ces blocages. Il explore l'impact des émotions, parfois très anciennes, sur la capacité d'un enfant à s'ouvrir au savoir. On découvre que ce n'est pas qu'une question de pédagogie, de méthode d'enseignement. Ah, ça me rappelle une amie, brillante mais qui paniquait avant chaque examen. C'était comme si apprendre était devenu une source d'angoisse profonde. Est-ce que c'est ce genre de situation que le livre analyse? Absolument. Le livre est rempli d'histoires d'enfants aux prises avec des manifestations très différentes de cette peur d'apprendre. Par exemple, il y a le cas de Guillaume, un garçon qui refuse tout apprentissage, comme si le savoir était une menace. Il est décrit comme un enfant arrogant, provocateur, qui préfère l'ignorance à l'effort d'apprendre. C'est incroyable. Qu'est-ce qui peut bien pousser un enfant à rejeter à ce point la connaissance à Rosper? Est-ce lié à sa famille, à l'école, ou est-ce plus profond? L'auteur explore ces pistes. Dans le cas de Guillaume, on découvre que l'arrivée d'un petit frère et une relation difficile avec son père ont créé un contexte où l'apprentissage est perçu comme une perte de contrôle, source d'angoisse. Apprendre, pour lui, c'est accepter une vulnérabilité qu'il ne supporte pas. Donc, si je comprends bien, apprendre, c'est se confronter à l'inconnu, à la découverte. Et ça peut être terrifiant pour un enfant qui a besoin de certitude, de repères fixes. Exactement. Apprendre implique d'accepter de ne pas savoir, de faire preuve d'humilité pour accueillir de nouvelles connaissances. Et pour un enfant qui a besoin de tout contrôler, c'est un défi, une source d'anxiété à éviter à tout prix. Je vois le lien. Et est-ce que le livre propose des solutions concrètes pour aider ces enfants? Parce que les imaginer prisonniers de leur peur, c'est assez déprimant. Rassurez-vous, l'auteur ne fait pas que poser un diagnostic, il propose des pistes d'action. Une idée centrale: l'importance de créer un environnement d'apprentissage sécurisant, bienveillant. Un endroit où l'enfant se sent en confiance pour oser se confronter à l'inconnu. Oui, ça paraît logique. Mais comment faire concrètement? Est-ce qu'il suffit d'être gentil et patient? C'est un bon début, mais ça ne suffit pas. L'auteur propose des outils, des techniques pour aider l'enfant à mettre des mots sur ses peurs, à les comprendre, à les apprivoiser. Il parle notamment de la puissance de la médiation culturelle. La médiation culturelle. Qu'est-ce que c'est exactement en adresse? En résumé, il s'agit d'utiliser des histoires, des mythes, des contes pour aborder des émotions complexes, des concepts abstraits de manière plus accessible. Ah, je vois. Comme quand on lisait des contes de fées aux enfants pour parler de la mort, de la séparation, sans les effrayer. C'est fascinant. Exactement. L'auteur donne l'exemple d'un enseignant qui avait une classe de préados ingérable. Rien ne fonctionnait, c'était un calvaire. Un jour, il se met à lire des contes à voix haute. Miracle! Silence! Les élèves se rapprochent, captivés. Incroyable. Ces contes, en apparence simples, ont touché une corde sensible, créé un lien émotionnel, une porte ouverte sur l'apprentissage. C'est l'idée. Le conte permet de mettre à distance les émotions difficiles, de les aborder symboliquement, sans que l'enfant se sente personnellement visé. Et ça l'aide à apprivoiser ses peurs, les comprendre et s'ouvrir à l'apprentissage sans se sentir en danger. Tout à fait. La médiation culturelle est un outil puissant pour donner du sens, créer du lien et aider l'enfant à retrouver le plaisir d'apprendre. Passionnant. On a hâte d'en savoir plus. Avant de plonger au cœur du sujet, parlons d'un autre cas, celui de Gérard, un enfant qui se replie sur lui-même face à l'apprentissage. Ah oui, Gérard. Son cas illustre une autre facette de la peur d'apprendre. Ce n'est pas le refus, la provocation, mais l'inhibition totale, le retrait. Il est paralysé par la peur de l'échec, de l'inconnu. L'opposé des Guillaume. L'un se braque, l'autre se fige. Mais au fond, ils sont tous les deux prisonniers de la peur. Absolument. L'auteur montre que la peur d'apprendre prend des formes très variées, parfois subtiles. C'est important d'être attentif aux signes, aux comportements, qui peuvent révéler une souffrance profonde. Et pour Gérard, la médiation culturelle peut aussi l'aider, parce qu'il a l'air tellement replié sur lui-même. L'auteur en est convaincu. Il fait un parallèle entre les angoisses de Gérard et Voyage au centre de la Terre. Il explique que les peurs de Gérard, sa difficulté à explorer l'inconnu, font écho au voyage du héros dans les profondeurs de la Terre. Attendez, je ne suis pas sûr de comprendre. Lire une histoire d'aventure peut aider un enfant à surmonter ses peurs. Pas n'importe quelle histoire. Mais pour Gérard, le récit de Jules Verne agit comme un miroir, lui permettant de projeter ses propres angoisses sur le personnage principal et de les explorer à distance. Incroyable. La littérature, la fiction peuvent avoir un rôle thérapeutique. C'est l'idée.
L'auteur montre que les récits, les mythes, les contes peuvent nous aider à comprendre nos émotions, les mettre en perspective, les apprivoiser. Pour les enfants comme pour les adultes. On a déjà bien exploré le terrain. La peur d'apprendre est complexe et se manifeste différemment d'un enfant à l'autre. Oui, et on a commencé à voir le potentiel de la médiation culturelle. Avant de passer à la suite, parlons d'une idée reçue. Les enfants qui ont du mal à apprendre sont paresseux ou manquent d'intelligence. Le livre en parle Emma. Absolument. L'auteur déconstruit ce cliché. Il montre que les difficultés d'apprentissage sont bien plus complexes et souvent liées à des blessures émotionnelles profondes. Il faut donc arrêter de les culpabiliser, les juger et essayer de comprendre ce qui se cache derrière leurs difficultés. Exactement. Il plaide pour une approche plus humaine, plus bienveillante, qui prend en compte l'enfant dans sa globalité. Ses émotions, son histoire, ses blessures. Un message important, qui nous invite à repenser notre rapport à l'apprentissage. On a hâte de découvrir les solutions concrètes de l'auteur. On se retrouve dans la deuxième partie. On reprend notre exploration de l'enfant et la peur d'apprendre. On a commencé à parler de la médiation culturelle. Vous savez, utiliser des histoires, des mythes, des contes pour aider les enfants à dépasser leur blocage. L'auteur donne des exemples très concrets de comment on peut utiliser ces récits pour aborder des sujets sensibles, des apprentissages qui posent problème. Oui, justement, j'aimerais bien qu'on creuse un peu ces exemples concrets. Parce que pour l'instant, la médiation culturelle, ça reste un concept un peu flou, abstrait. Comment on l'applique dans la réalité, avec un enfant qui a peur d'apprendre ? Alors, l'auteur nous raconte, par exemple, comment il a utilisé la mythologie grecque pour aider des enfants en difficulté avec la lecture. Au lieu de se limiter aux méthodes classiques, qui se focalisent sur le décodage, la phonétique, il a proposé aux enfants de travailler sur des mots. Des mots chargés de sens, qui font appel à l'imaginaire, aux émotions. Des mots issus de la mythologie grecque. C'est pas un peu compliqué pour des enfants qui ont déjà du mal à lire? On pourrait le penser, oui. Mais l'auteur a constaté que ces mots, même complexes, ont un pouvoir d'attraction incroyable sur les enfants. Ils évoquent des histoires, des personnages, des symboles universels qui leur parlent inconsciemment. Vous parlez de mots comme Chaos, Gaïa, Uranos. C'est vrai qu'ils ont une sonorité particulière, une force. Exactement. Ces mots, porteurs d'une forte symbolique, ouvrent la porte à tout un univers. Un univers de sens, d'images, d'émotions. Ils permettent aux enfants d'aborder la lecture, non pas comme un exercice technique, mais comme un voyage, une aventure. Et du coup, les enfants sont plus motivés, plus engagés. C'est ce que l'auteur a observé. Ces enfants, qui avaient souvent du mal à se concentrer, à mémoriser, eh bien, ils se sont montrés beaucoup plus investis, plus curieux, quand on leur a proposé de travailler sur ces mots magiques, on pourrait dire. C'est incroyable. Donc, en donnant du sens à l'apprentissage, en l'ancrant dans un univers symbolique qui parle aux enfants, on peut les aider à dépasser leur blocage. Absolument. La médiation culturelle n'est pas une solution miracle, attention. Mais c'est un outil puissant pour créer du lien, donner du sens et aider les enfants à se réconcilier avec l'apprentissage. J'aimerais bien qu'on explore un autre exemple concret, si vous en avez un. Pour vraiment bien comprendre comment ça fonctionne, cette médiation culturelle dans des situations d'apprentissage très spécifiques. Bien sûr. L'auteur parle du cas de Didier, un enfant qui avait beaucoup de mal avec l'apprentissage de la division. Il bloquait complètement, incapable de comprendre, d'intégrer cette notion. La division, oui, c'est vrai que c'est un concept assez abstrait, qui peut être difficile à saisir pour certains enfants. Comment est-ce qu'on peut utiliser la médiation culturelle dans ce cas précis ? Alors, l'auteur raconte qu'il a d'abord essayé d'expliquer la division à Didier en utilisant des exemples concrets, comme le partage de billes, mais Didier n'arrivait pas à se projeter, il restait bloqué. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'utiliser un récit mythologique. Oui, il a choisi de raconter à Didier l'histoire de Castor et Pollux, les jumeaux rivaux de la mythologie grecque. Castor et Pollux. Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec la division, Soli ? L'histoire de Castor et Pollux est une histoire de partage, de rivalité, de conflit, mais aussi de fraternité, d'amour, de dépassement de soi. L'auteur a pensé que cette histoire, par sa richesse symbolique, allait permettre à Didier d'aborder la notion de division sous un angle nouveau. En connectant cette notion abstraite à des émotions, des relations humaines. Exactement. Et l'auteur a observé que Didier, jusque-là totalement bloqué, s'est montré très intéressé par l'histoire de Castor et Pollux. Il posait des questions, faisait des liens avec sa propre expérience. Il commençait à comprendre la division non plus comme une opération mathématique, mais comme un concept qui fait partie de la vie. C'est vraiment fascinant. On voit bien comment le récit, la mythologie peuvent servir de passerelle pour accéder à des concepts abstraits.
Oui, et l'auteur insiste sur le fait que la médiation culturelle ne se limite pas à raconter des histoires. Il faut créer un espace de dialogue, d'échange, où l'enfant peut s'exprimer, poser des questions, partager ses émotions, connecter le récit à sa propre expérience. C'est donc un travail en collaboration où l'adulte guide l'enfant, l'accompagne. Tout à fait. La médiation culturelle, c'est un processus d'accompagnement, de co-construction du sens. Ce n'est pas une méthode magique, mais c'est un outil précieux pour aider les enfants à se réapproprier les apprentissages, à les intégrer à leur propre univers. On a parlé de Guillaume, qui refuse d'apprendre, de Gérard, qui est inhibé par la peur, et de Didier, qui est bloqué sur la division. Est-ce que le livre présente d'autres cas, d'autres formes de cette peur d'apprendre au jeu? Oui, bien sûr. L'auteur explore une grande variété de situations, de profils d'enfants. Il parle par exemple de Georges, un adolescent en rupture scolaire. Intelligent, curieux, mais incapable de s'adapter au cadre scolaire, aux exigences de l'apprentissage. Un adolescent en rupture scolaire, c'est un profil qu'on rencontre de plus en plus souvent malheureusement. Qu'est-ce qui se cache derrière ce rejet de l'école, selon l'auteur Georges? L'auteur analyse le comportement de Georges comme une tentative de se protéger de la souffrance, de la frustration qu'il associe à l'apprentissage. Il suppose que Georges a vécu des expériences d'échec, de dévalorisation, qui l'ont conduit à se construire une carapace pour se protéger du jugement, de la critique. Donc pour lui, l'école est devenue synonyme de souffrance. Exactement. Il ne peut pas se permettre d'être vulnérable, de se mettre en position d'apprentissage, car cela signifierait prendre le risque d'être blessé à nouveau. Alors, il se protège en se coupant de l'école, de l'apprentissage, en se réfugiant dans le rejet, la dérision. C'est un cercle vicieux. Plus il échoue, plus il se protège, et plus il se protège, plus il échoue. Comment l'aider à sortir de ce piège? L'auteur propose d'utiliser la médiation culturelle pour aider Georges à se reconnecter à l'apprentissage, à retrouver un sens, une motivation. Il lui propose de lire des récits, des mythes, qui mettent en scène des personnages confrontés à la violence, à l'injustice, à la trahison. Des récits qui font écho à sa propre expérience, à sa propre souffrance. L'idée, c'est que ces récits vont permettre à Georges de se projeter, de donner du sens à sa propre expérience, de comprendre qu'il n'est pas seul. Et l'auteur observe que Georges, jusque-là indifférent à la culture, se montre soudain intéressé par ces récits. Il s'identifie au personnage, se sent compris. Et ça lui permet de baisser sa garde, de s'ouvrir à nouveau. C'est ça. La médiation culturelle n'est pas une baguette magique, mais c'est un outil puissant pour aider les enfants en difficulté à se reconstruire, à retrouver confiance en eux, à s'ouvrir aux autres et au monde. On a vu comment la médiation culturelle peut être utilisée pour aider des enfants face à leur peur, leur blocage. On a vu aussi que cette approche met l'accent sur le sens, la signification profonde des apprentissages plutôt que sur la technique. Et on a vu que cette approche peut être bénéfique, non seulement pour les résultats scolaires, mais aussi pour le développement personnel, émotionnel des enfants. Dans la prochaine partie, on va explorer plus en détail les outils, les stratégies proposées par l'auteur pour mettre en place cette médiation culturelle, créer un environnement favorable et accompagner les enfants vers la connaissance. Bon, on a vu que la peur d'apprendre, c'est complexe, ça peut se manifester de plein de façons différentes. On a aussi exploré cette idée de médiation culturelle, utiliser des histoires, des mythes, pour aider les enfants. Mais j'imagine que c'est pas aussi simple que de leur lire un conte de fées et hop, tout est réglé. Qu'est-ce que l'auteur propose concrètement comme outil, comme stratégie pour accompagner ses enfants? Ah oui, vous avez raison, c'est pas magique. L'auteur propose une approche en 3 étapes. L'idée, c'est d'accompagner l'enfant pas à pas en respectant son rythme, ses besoins. Et la première étape, c'est fondamental. Il faut l'aider à mettre des images sur ses peurs. Les identifier, les nommer. Non mais c'est peur. Facile à dire. Hey. Mais pour un enfant qui est aux prises avec des émotions souvent confuses, difficiles à exprimer, ça doit être un sacré défi. Absolument. Souvent, ces peurs, elles sont diffuses, cachées. L'enfant les ressent, mais il ne sait pas les dire, les comprendre. Il est prisonnier de ses émotions. Et c'est là que l'adulte intervient, comme un guide. Concrètement, comment on fait peur? Comment on aide un enfant à mettre des mots sur ses peurs? On lui demande « Qu'est-ce qui te fait peur ?» Comme ça, directement. Pas forcément. L'auteur y propose des outils plus ludiques, plus créatifs. Le dessin, le jeu, le récit. Par exemple, on peut demander à l'enfant de dessiner sa peur, ou de jouer une scène qui représente sa peur, ou encore de raconter une histoire où le héros il est confronté à une peur qui ressemble à la sienne. Ah oui, je comprends. L'idée, c'est que la mise en mots, en images, en action, ça permet à l'enfant de prendre du recul, de les voir de l'extérieur, ses peurs, de les rendre moins effrayants. Exactement. C'est une première étape vers la prise de conscience, la maîtrise de ses émotions. Et une fois que l'enfant il a réussi à nommer ses peurs, à les visualiser, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape. C'est quoi? Il s'agit de mettre en scène ses peurs.
mais dans un contexte sécurisant, bien sûr. Les intégrer dans un récit, un jeu, une activité créative. L'auteur propose d'utiliser des contes, des mythes, des légendes. Créer un cadre symbolique où les peurs peuvent être explorées, apprivoisées, sans danger. Ah oui, j'aime bien cette idée. Utiliser le pouvoir des histoires. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Bolo? Bien sûr. Prenons le conte du Petit Poucet, par exemple. Ce conte, il peut aider les enfants qui ont peur de l'abandon, la solitude. En s'identifiant au héros, qui traverse des épreuves difficiles mais qui finit par retrouver son chemin, l'enfant peut puiser du courage, de l'espoir, et apprendre à surmonter ses propres peurs. C'est une belle image. L'enfant qui se projette dans le héros du conte. C'est vraiment l'idée de la médiation culturelle dont on parlait. Oui, tout à fait. Utiliser des contes, des mythes, ça permet de créer une distance, une mise à distance par rapport aux peurs. L'enfant explore ses émotions à travers le récit, sans se sentir directement menacé. Et ça l'aide à trouver des solutions pour faire face à ses peurs dans la vraie vie. Exactement. C'est comme un entraînement dans un environnement protégé. Et une fois que l'enfant il a pu identifier, nommer, apprivoiser ses peurs, on peut passer à la 3e étape. La 3e étape, c'est là que l'enfant peut enfin se concentrer sur l'apprentissage. Les techniques, les outils, tout ça. Oui, c'est l'idée. Mais attention, cette étape, on peut l'aborder que quand les 2 premières, elles ont été franchies. C'est-à-dire quand l'enfant a pu identifier, nommer, apprivoiser ses peurs. Parce que s'il est encore paralysé par ses peurs, il ne pourra pas vraiment apprendre. Exactement. Apprendre, ça demande de la concentration, de la curiosité. Si l'enfant est bloqué par la peur, il ne peut pas mobiliser ses ressources. D'accord. Alors, comment on accompagne l'enfant dans cette 3e étape? Quelle méthode l'auteur propose? L'auteur, il encourage les méthodes actives, participatives, des méthodes qui donnent la priorité au sens, à la compréhension, plutôt qu'à la mémorisation. Il parle beaucoup des jeux, des activités créatives, des projets, pour rendre l'apprentissage plus stimulant, plus engageant, plus motivant. Lui redonner le plaisir d'apprendre, en fait. Tout à fait. L'auteur insiste beaucoup sur l'importance de créer un environnement d'apprentissage bienveillant, un environnement sécurisant, encourageant, où l'enfant il se sent libre de s'exprimer, de poser des questions, de faire des erreurs, sans avoir peur d'être jugé. C'est un beau message d'espoir, ça. La peur d'apprendre, ce n'est pas une fatalité. Elle peut être surmontée et l'apprentissage peut redevenir une source de joie, de découverte, d'épanouissement. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante dans le monde de l'apprentissage et des émotions. À bientôt pour une nouvelle exploration